Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Donc, je suis un scientifique clinicien qui a été nommé il y a maintenant 1 an et demi à la tête du Comité national d'éthique. Et donc, j'essaie à cette occasion à la fois de conserver ce qui a été ma vie, une vie de scientifique, et puis aussi de commencer à m'interroger avec l'ensemble du CCNE sur un certain nombre de considérations de bioéthique à l'occasion, en effet, de la mise en place de cette nouvelle loi. D'abord, peut-être définition de départ. Finalement, la bioéthique, il y a de nombreuses définitions. Moi, j'en aurais une très pragmatique. C'est une sorte d'équilibre à trouver entre les avancées scientifiques, qu'on ne va pas freiner, la science est là pour avancer, tout en se posant la question que avancer ne veut pas dire progrès, forcément. Progrès pour l'humain. Il y a des avancées qui sont évidentes, qui sont source de progrès. D'autres, à un temps donné, ne sont pas forcément non plus une source de progrès. Puis de l'autre côté, on a des modifications sociétales. La société a changé. Notre société française a considérablement changé au cours des 50 dernières années, y compris sur des aspects lourds, sur la notion de famille, sur la notion devenue une civilisation beaucoup plus urbaine, beaucoup plus différente, en tout cas, de celle qu'elle était. Finalement, la bioéthique, c'est essayer de trouver cet équilibre extrêmement difficile entre les avancées scientifiques, progrès ou pas, à un temps donné, et puis ces considérations sociétales qui ne doivent pas primer en première ligne, mais qui sont là. C'est-à-dire que les réponses qu'on a à donner à cette société de 2018 ne sont pas la société de 1950, par exemple. Alors, il y a néanmoins quelques grandes valeurs, bien sûr, que vous avez là, qui persistent sur quelques grands principes éthiques qui sont reconnus, en tout cas pas partout, parce que autant la science et on a maintenant une vision qui est évidemment internationale, autant sur bioéthique, il y a 3 blocs. Il y a un bloc américain, anglo-saxon, canadien aussi. Il y a un bloc européen, avec tout n'est pas partagé en Europe, mais disons qu'il y a une vision assez européenne. Et puis il y a un bloc asiatique, avec cette nouvelle poussée d'acteurs scientifiques majeurs que sont devenus la Chine et d'autres pays, et avec un niveau de vision autour de la bioéthique qui est proche de zéro. Donc, comment concilie-t-on finalement à la fois cette vision d'ordre scientifique international et puis des visions et des partages de grandes valeurs qui sont là, qui ne sont pas partagées, il faut bien le dire, qui ne sont pas partagées par tout le monde. Néanmoins, elles sont partagées en France, on va le revoir. Alors, la France a une particularité, c'est bon, vous le savez, on adore les lois en France, il y en a probablement trop, le législateur est toujours très présent, on adore encadrer, entre guillemets, et on a encadré aussi, bien sûr, la bioéthique. Il y a une série de lois qui ont été mises en place, fondatrices, et la dernière loi remonte à 2011, et en gros, on a un rendez-vous tous les 7 ans entre le politique, les sachants, et puis plus ou moins d'ailleurs les citoyens sur leur vision, partagée ou pas, d'un certain nombre de considérations éthiques. En sachant qu'entre-temps, dans ces délais de 7 ans, il y a un renouvellement des connaissances de 50% en sciences qui a lieu tous les 5 ans. On est à 2000 publications par jour dans le domaine de la biologie santé. Donc une explosion de connaissances qui ne fait que s'aggraver. Et on peut se demander si ce délai de 7 ans est vraiment le délai raisonnable. Bon, il a le mérite au moins de mettre autour de la table le politique, dont c'est clairement pas la priorité, et qui est très loin de ça, et à qui ça fait peur, mais qui aussi sent bien que c'est des enjeux qui sont sociétaux, qui sont majeurs, et puis, je dirais, les citoyens et les sachants. Alors, la dernière loi de bioéthique, au dernier moment, a confié au CCNE, en 2011, le soin d'organiser des états généraux de la bioéthique pour la prochaine loi, c'est-à-dire celle de 2018-2019, et d'animer, entre guillemets, les questions autour de la bioéthique avant le dépôt de la loi. Donc c'est une nouvelle mission qui avait été confiée au CCNE en 2011, et quand je suis arrivé à la tête du CCNE, et puis on avait ces changements politiques avec l'arrivée de l'équipe du président Macron, bien je suis allé les voir en leur disant: est-ce que vous gardez l'agenda de 2018-2019 ou est-ce qu'au contraire c'est pas une des priorités dans les nombreuses choses que vous avez à faire? Et ils ont souhaité que finalement on garde cet agenda de dépôt de loi de bioéthique, de révision de la loi de bioéthique de 2018-2019.
Au passage, je m'empresse de dire que c'est le seul recommandation que j'ai eue de la part du politique. Essayez d'avoir bouclé les États généraux, votre propre opinion, si vous souhaitez en donner une après, pour l'automne 2018. Après, tout le reste a été une très grande liberté. Il faut bien qu'on dissocie bien, et on le voit bien là, un temps qui est le temps du débat public, des États généraux, de l'avis du CCNE. Il y a eu aussi un avis du Conseil d'État et un avis de l'OPEX là plus récemment, en octobre. Et puis ensuite, on a un temps politique, qui est la proposition de loi par le gouvernement, qui devait avoir lieu sur la fin de l'année 2018, qui sera probablement légèrement décalé et qui aura lieu dans le premier trimestre 2019. Et puis ensuite, le débat, qui va être très animé, sûrement, sur les différents sujets, au niveau de la Chambre et du Sénat, et en sachant que sur les lois de bioéthique, et celle-ci comme les autres, il y a une liberté d'expression et une liberté de vote au sein des groupes politiques. C'est une des rares lois sur lesquelles il n'y a pas de vote bloqué de la part. Donc c'est vraiment des prises de position individuelles de la part des députés. Ce qui fait que j'insiste bien sur les 3 temps, parce que ce qu'on a entendu et qu'on va voir ensemble sur les États généraux et sur l'avis du CCNE ne sera pas forcément repris en totalité, voire même pas du tout, j'en sais rien, j'espère quand même un peu, dans la loi qui sera déposée par le gouvernement. Et ensuite, il y aura une 3e étape qui va être une étape de discussion sur laquelle il peut y avoir encore de profondes modifications. Donc c'est un modèle français assez lourd, disons-le, intéressant parce que je trouve qu'il a les différents partenaires. Sachez qu'il nous est envié par beaucoup de pays, parce qu'ils trouvent que c'est l'occasion et qu'on a trouvé une certaine forme de modalité de débat citoyen et de débat démocratique autour de la santé. Et on sent bien tous, indépendamment de la bioéthique, et si on a une vision plus large sur la santé, qu'on va avoir besoin de débats démocratiques dans les années qui viennent, parce que, compte tenu des coûts majeurs qui vont être représentés, est-ce que les modèles, et en particulier le modèle français de réponse très globale et participative à la santé, va-t-il tenir le coup face aux coûts et face aux immenses découvertes qui arrivent? Eh bien, c'est l'occasion aussi d'avoir un modèle de débat citoyen autour de ces sujets. Alors, pour le CCNE, il y a eu 2 périodes. D'une part, une période assez de grande neutralité d'organisation des États généraux de la bioéthique, avec un rapport de synthèse en juin, et puis ensuite on a décidé de reprendre notre liberté, et puis d'avoir un avis 129 du CCNE, qu'on a délivré le 25 septembre, et qui tient compte à la fois de ce qu'avait fait le CCNE avant, de ce qu'on avait entendu écouter, évidemment de ce qu'on avait entendu lors des États généraux. Alors, l'organisateur, c'est donc le CCNE. Le CCNE, c'est 40 membres. C'est une instance autonome, indépendante, c'est une sorte de perle un peu particulière à la française, qui est petit nombre de gens, des gens de grande qualité en général, de grosses personnalités, ce qui ne forme pas forcément un groupe. Moi, c'est ça qui me frappe en arrivant. C'est-à-dire, on a des fortes personnalités, il a fallu les transformer en un groupe de pensée commun sur un certain nombre de sujets. Les scientifiques et les médecins ne représentent qu'un tiers. Les autres sont des juristes, ça peut être un anthropologue, on a fait rentrer récemment une économiste de la santé, il y a des représentants des grands corps de l'État. Donc c'est-à-dire que dans le comité national d'éthique sur la biologie et la santé, les sachants, entre guillemets, ne représentent qu'un tiers. Et les autres sont évidemment toute une série de personnalités ad hoc. Alors, comment organiser un débat citoyen ? Et comment essayer de sortir finalement d'une prise de position uniquement d'experts? Il faut bien sûr des experts. Je me considère encore comme un expert. Donc je ne vais pas nier ce que j'ai construit dans une certaine mesure de ma vie scientifique. Et inversement, sur ces sujets, sur un certain nombre de thématiques, on a besoin aussi de sortir uniquement de l'expertise. Et on a besoin d'entendre ce que pensent, sur ces sujets difficiles, parfois très clivants, ce que pensent nos concitoyens. Alors, moi, quand on a commencé à réfléchir à tout ça, je suis allé voir une agence d'État qui s'appelle l'Agence du débat public, que vous connaissez probablement pas, mais qui s'occupe des grands débats, par exemple si quand même peut-être vous connaissez, sur les enfouissements nucléaires, où est-ce qu'on enfouit, ou par exemple sur le passage d'une ligne TGV, ou sur le passage d'une nouvelle autoroute dans un pays de vignobles. Et qui porte ces grands débats sur la table.
Et ils m'ont dit, non, mais vous, là, ce beau sujet, c'est trop compliqué, c'est trop ciblé, nos méthodes de travail ne colleront pas. Non, écoutez, bon, on va être intéressés par ce que vous allez monter. Donc, nous avons monté, je dirais, une tentative de débat citoyen. Alors, avec plusieurs acteurs, vous voyez le CCNE, les espaces de réflexion éthique régionaux, qui sont l'équivalent de CCNE au niveau de toutes les grandes régions françaises, mais plus dans le domaine biomédical, qui sont rattachés au CHR et au CHU. Le comité citoyen, qui est un comité qui a été sélectionné, entre guillemets, par tirage au sort dans des grandes listes de personnes qui souhaitent participer à des grands débats, 22 personnes qui sont absolument pas représentatives de ce qu'est la France, bien sûr, mais 11 hommes, 11 femmes, un télo, pas un télo, représentant la différente diversité française. Et on a eu beaucoup de chance parce que ce comité citoyen, vous savez, tout d'un coup, la mayonnaise prend, et là, ça a pris. On les a réunis 4 week-ends à Paris, on les a formés, ils se sont emparés d'un certain nombre de questions, et ils en redemandent encore, et ils ont été passionnés par le travail qu'ils ont eu à faire lors de ces états généraux. Et puis on avait un médiateur, parce que dans toutes ces grandes aventures, il y a bien sûr beaucoup de contestations, et notre médiateur était Louis Schweizer. Alors, pour ça, quels outils on a utilisés sur la consultation? On a utilisé 4 outils. Un site web, c'est nécessaire évidemment avec les limites d'un site web pour discuter de questions aussi complexes. Une série d'événements en région, de réunions, donc autour de sujets sur lesquels on va revenir. Les auditions du CCNE, de sociétés savantes, des grandes institutions de l'État, des grandes institutions de recherche, et puis le comité citoyen qui vivait son rôle, à la fois pour critiquer tout ça, pour nous dire « mais non, là, on ne comprend rien à ce qui est mis en place », et puis qui s'est emparé de 2 sujets, la génomique en population générale et une position aussi sur la fin de vie. Alors, les résultats de tout ça. Le site web, on a eu plus de 750 000 passages, ce qui est beaucoup, ce qui n'est pas beaucoup, j'en sais rien, c'est très difficile d'avoir une idée quantitative. Vous voyez, en visiteur unique, ça fait évidemment moins, ça fait quand même beaucoup de contributions qui ont été mises sur ce site web, mais ça c'est l'aspect quantitatif. Sur l'aspect qualitatif, le site web, il y a eu 3 sujets qui sont sortis de façon majeure. D'une part, la procréation au sens large du terme, l'AMP, mais la procréation. Deuxièmement, la fin de vie. Et troisièmement, la génomique. Donc, parmi les 10 sujets qu'on avait mis sur la table, il y en a 3 finalement qui ont fait 80% du site web. Donc, c'est les limites d'un outil. Le deuxième outil, c'est les événements en région. Lors de la dernière loi de bioéthique, il y avait eu 3 grands débats en région. Là, vous voyez qu'il y en a plus de 270, 21 000 participants. Entre janvier et avril 2018, c'est bien, hein, c'est une période pas facile pour organiser tout ça. On s'est beaucoup appuyé sur les espaces éthiques régionaux. Mais enfin, mon petit-fils me dit, écoute, t'es content, mais un match de foot, c'est plus de 50 000 personnes. Donc il faut être très modeste, hein, et il faut beaucoup relativiser finalement ce qu'apportent les États généraux. Ils apportent plein de choses et c'est très intéressant, mais ils n'apportent que ce que ont apporté les gens qui ont participé aux États généraux. Hein. Et donc, ce n'est pas du tout une vision de la consultation de ce que pense le citoyen français dans son ensemble. Les auditions. Là, par contre, on touche beaucoup plus de monde, parce que vous voyez qu'on a autour de 170 auditions, mais c'est avec certaines auditions, quand vous avez, par exemple, le représentant des mutuelles, de la MGEM ou de la mutualité française, qui prend des positions, une série de positions sur des grands sujets, il représente quoi? Il représente 30 millions de Français, entre guillemets, qui sont affiliés à ces mutuelles. Alors, on n'a pas demandé, et vous n'avez sûrement pas été interpellé par votre mutuelle pour savoir ce que vous pensiez pour l'audition CCNE, ça va de soi. Mais néanmoins, ça pèse aussi très lourd. Et même chose, par exemple, quand l'HAS ou le Défenseur des droits, ou au contraire, à côté de ça, on a une petite association qui arrive, de femmes ayant fait une AMP à Barcelone et qui vient défendre, entre guillemets, ce type de choses. Donc, c'est très intéressant parce que tout le monde était dans le même cadre. C'était une demande de rendez-vous, 3 pages d'écrites avant l'audition, 1 heure d'audition, quel que soit le statut, entre guillemets, et un quart d'heure de discussion avec les membres du CCNE. Voilà, les événements région, j'en ai parlé, puis le comité citoyen, donc à la fois sur
un regard critique sur l'ensemble du modèle, et puis une prise de position sur génomique et fin de vie. Alors, je suis passé rapidement sur aussi, bon, après avoir dit qu'on souhaitait que ça ne soit pas uniquement une prise de position d'experts, les experts sont évidemment aussi essentiels pour un certain nombre de questions difficiles. Et en particulier, on a réuni l'ensemble des comités d'éthique qui existent en France, qui sont multiples au niveau des organismes de recherche, de Pasteur, des différentes académies, sciences, médecine, etc. Bon, on a travaillé avec eux, on leur a fait sortir ce qu'ils souhaitaient ou ce qu'ils ne souhaitaient pas. Et puis, on a rassemblé également 3 groupes de travail, vous le voyez, l'un sur la génomique, l'autre sur la recherche sur l'embryon, et le troisième sur les neurosciences. Et enfin, on a, compte tenu de l'enjeu que ça représentait, créé un groupe de travail un peu flash, qui dépassait largement le CCNE, sur numérique et santé, puisque c'est une révolution qui est à nos portes, et on va y revenir, et qu'on souhaite qu'elle soit inscrite, cette fois-ci, pour la première fois, dans la loi de bioéthique de 2018-2019. Alors, on a été beaucoup couvert par la presse. Thierry, qui est là, sait que j'étais directeur de la NRS, et dans le domaine du VIH-Sida, on avait également pas mal de presse, mais jamais on a eu une couverture de ce type. On a eu 5 unes du Monde sur 7 mois, ce qui est sur les aspects de bioéthique. On en avait besoin parce que comme on n'avait pas d'argent pour faire des spots télévisés autour de la loi de bioéthique, il fallait bien que la presse nous accompagne dans une certaine mesure. Et on avait souhaité ne pas s'appuyer sur l'État, entre guillemets, sur les différents ministères, pour bien distinguer ce qui était toute cette première partie autour des États généraux de ce que serait la position des ministères après. Alors, les thèmes, c'est le CCNE qui les a choisis en toute liberté. Et vous voyez qu'il y a deux thèmes qui sont d'ailleurs, enfin, il y a les thèmes classiques, plus exactement, des révisions de la loi de bioéthique, mais qu'on a souhaité, qu'on a eu une large discussion au départ sur la fin de vie. Ce n'est pas un problème de bioéthique, c'est un problème d'éthique. Ça figurera probablement pas dans la loi, mais dans quelque chose à côté de la loi. Mais on s'est dit que si on ne mettait pas ça à l'agenda des États généraux, ben, personne ne comprendrait, alors qu'on réunissait finalement une série d'opinions, de réunions, et qu'il fallait le faire. Et puis sur procréation, on savait que ça allait être difficile. On avait déjà donné un avis du CCNE sur un certain nombre d'avis, de points sur la procréation, mais il était difficile de ne pas y revenir. Par contre, on a souhaité mettre 2 sujets nouveaux dans cette loi de bioéthique qui sont intelligence artificielle et santé, et les aspects autour de santé-environnement qui sont aussi un point tout à fait, pas nouveau, c'est ancien, mais où il y a 2 cultures, 2 mondes différentes. Moi, ça m'avait déjà frappé quand j'étais scientifique du côté du domaine infectieux, que les gens de l'environnement s'intéressaient finalement assez peu au domaine de la santé, et ne parlons pas des gens de la santé dont la passion n'est pas immédiate, n'est pas celle de l'environnement. Et pourtant, c'est totalement fondamental de relier ces 2 grands champs, entre guillemets, et avec une série de questions éthiques qui peuvent se poser. Et puis après, on retrouve, je dirais, les schémas et les grandes thématiques classiques qui sont celles de la loi de bioéthique. Alors, après tout ça, fallait-il ou pas que le CCNE quitte sa neutralité et donne finalement son opinion pour le législateur et pour les députés à partir de ce qu'il avait entendu et cru entendre, lire et écouter, mais cette fois-ci de façon plus neutre, comme dans notre rapport de synthèse, mais en se mouillant. Et finalement, on a décidé de le faire parce que, somme toute, si on ne donne pas notre avis à l'occasion de la révision de la loi de bioéthique, eh ben, on peut aussi s'interroger à quoi sert le CCNE. Et une fois de plus, il s'agit, alors de nouveau, vous voyez les unes des journaux sur cet avis 129. Alors, je ne vais pas aborder l'ensemble des thèmes, hein, mais on va s'arrêter sur quelques-uns, et puis je tirerai quelques leçons de cette révision de la loi de bioéthique. Premier thème dont je ne parlerai pas, mais je vais quand même en parler un peu, qui est autour de la procréation. Qui a fait la une, et à la limite, si on vous interroge dans cette salle en disant peut-être que vous n'avez même pas suivi ce que c'était que la révision de la loi de bioéthique jusqu'à maintenant, et je suis content de vous informer d'ailleurs, mais si vous avez entendu quelque chose, vous avez entendu finalement sur
l'AMP, l'ouverture de l'AMP pour les femmes seules ou les couples de femmes. Et ce n'est qu'un des éléments parmi de nombreuses autres questions, évidemment, qui se posent. Cela dit, en procréation, il y a un très beau sujet qui est apparu au cours des 2 dernières années et qui illustre bien, je trouve, les questions de bioéthique qui peuvent se poser. C'est l'accès aux origines. Alors, vous savez que la France a construit, avec les sécos, la possibilité d'avoir des donneurs de sperme, des donneurs d'ovocytes, mais de façon nettement moins importante, de façon anonyme et gratuite. Et c'est le dogme, c'est le dogme complet de ça, de personnes qui donnent d'elles-mêmes pour les autres et qui peuvent aider des couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants à avoir un enfant dans ces conditions. Les familles, dans un premier temps, n'ont pas dit à leurs enfants que le père biologique n'était pas leur père qu'ils avaient connu depuis qu'ils étaient petits. Il n'y a pas eu besoin de loi du tout, ça s'est fait naturellement, c'est bien un phénomène sociétal. Et puis progressivement, elles se sont mis à le dire. Elles l'ont dit d'abord assez tardivement, et maintenant, plus de 60% des familles le disent à leurs enfants à l'âge de l'adolescence. Deuxième point, un certain nombre de jeunes adultes issus de ces dons, à un temps donné de leur vie, 30, 35 ans maintenant, souhaitent avoir un certain nombre d'informations sur le père biologique. On est là dans un contexte, je dirais, de l'autonomie, de droit, finalement, entre guillemets, à un retour vers ses origines. Ce que ne permet pas la loi, puisque le dogme, une fois de plus, c'est le don anonyme et gratuit. Puis troisième partie du débat, c'est l'innovation technologique majeure et qui va rejoindre alors vos préoccupations. Vous savez qu'il existe une banque des Mormons à Salt Lake City, où les Mormons, depuis de très nombreuses années, essaient d'avoir de la connexion entre l'ensemble des humains, entre guillemets, se sont beaucoup lancés sur les arbres généalogiques, ont évolué avec les innovations technologiques, et ont monté maintenant une banque de données sociétale, avec un certain nombre de données sociétales, et puis un certain nombre également, par séquençage à haut débit, de séquençage de l'ADN de ces personnes. Il y a en gros 17 millions de personnes qui, avec leur consentement, ont donné à cette banque des Mormons. Et alors, il existe un certain nombre de compagnies, maintenant, qui au début étaient de jeunes start-up, mais qui maintenant ne sont plus des start-up, mais sont des compagnies très, très professionnelles, américaines, israéliennes, pour une série de raisons, qui proposent de donner de la salive ou un petit peu de sang, et sur lequel ensuite il y a un séquençage. Ce séquençage est comparé avec un arbre phylogénétique sur la base de données des Mormons. Et puis voilà, vous avez un ADN qui est pas très loin, à Valparaiso, un autre à Tokyo, puis un autre, pof, à Toulouse. Et la demande, elle sort de quelqu'un de Perpignan. Et à partir de là, on peut, en tirant le fil, commencer sinon à voir le père biologique, en tout cas à se rapprocher de la famille. Et vous avez vu qu'un certain nombre d'exemples en France de gens qui ont pu retrouver, avec ce type de technique, leurs parents. Tout ceci, évidemment, n'est pas du tout autorisé par la loi. Donc que fait-on en 2018 devant ce dilemme entre le dogme, le don anonyme et gratuit sur lequel on a construit, et vous imaginez que les donneurs qui ont donné le donné parce que c'était anonyme et parce que c'était gratuit. Deuxièmement, ce désir d'autonomie et de connaissance des personnes, des individus, avec ce droit à l'autonomie. Et puis troisièmement, la technologie qui bouscule tout et qui vous dit la loi, ok, c'est bien gentil, mais de toute façon, on y arrive. Bon. Et donc le CCNE a pris une prise de position là-dessus en disant qu'il fallait commencer à ouvrir, en tout cas en prospectif, pas en rétrospectif, et à se donner les moyens de commencer à ouvrir et finalement d'aller vers un accès aux origines. Donc voilà, je vous ai donné cet exemple sur la procréation pour vous dire qu'à côté des aspects très, très médiatisés de l'ouverture de l'AMP sur les femmes seules et les couples de femmes, voilà des sujets qui certes touchent peut-être pas un nombre considérable de personnes en France, mais enfin ça touche quand même, ça touche quand même du monde, et c'est vrai dans l'ensemble des pays européens et aux États-Unis également, et sur lequel la biotechnologie fait que ce qu'on avait mis au niveau juridique ne va plus tenir. Hein, et où enfin il y a un désir humain d'accéder à une série d'informations. Je trouve que c'est une bonne illustration des questions de bioéthique qui se posent en 2018. Alors, sur le numérique, donc à chaque fois, le numérique, le schéma est le même.
un certain nombre de grandes questions sont posées, de constats. Ensuite, on a une série de débats qui ont eu lieu lors des États généraux ou des auditions qui ont eu lieu. Et puis après, il y a un avis du CCNE qui porte cela dessus. Et très globalement, vous voyez qu'on est assez ouvert en disant qu'il serait presque inéthique de ne pas rentrer dans le numérique, hein, et de vouloir trop codifier le numérique et santé. Et il y aura un côté de nouveau d'imposer une loi très, très lourde là-dessus serait probablement pas raisonnable. Qu'à l'inverse, il faut que l'homme garde la main sur un certain nombre de choses, ce qui pose le problème du consentement, hein, et le problème du consentement est au cœur du débat du numérique. On le sait bien sur toute la recherche translationnelle, les notions classiques de cohorte, d'essais thérapeutiques vont être probablement considérablement modifiées par les données des big data et du numérique, où chacun d'entre nous, en rentrant dans un système de santé, on va apporter un certain nombre d'informations. Faut-il encore qu'on le sache et qu'on puisse se retirer si on le souhaite. Et enfin, il y a quand même une série de questions. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, c'est probablement pas le cas dans cette salle, mais il y a 20% des concitoyens français qui n'ont pas accès au numérique. Et c'est pas n'importe qui. C'est les patients les plus fragiles, les plus vieux, les migrants, ceux qui ont besoin le plus de soins. Et on rentre dans un modèle, par exemple, d'hôpital très numérisé, de rendez-vous très numérisé, qui a des très bons côtés. Puis inversement, j'ai la petite mamie qui ne sait pas, qui appelle 3 fois, qui n'a plus personne au standard, et qui finit par décrocher parce qu'elle a passé 1h30 au téléphone pour essayer de prendre un rendez-vous avec son médecin et qu'elle n'a pas. Et elle est incapable de taper sur le net pour prendre son rendez-vous. Donc c'est les enjeux que nous avons. Et inversement, c'est fondamental qu'on rentre en ouvrant et qu'on mette cette question du numérique et santé. Et nous organisons d'ailleurs un colloque lundi prochain sur numérique et santé à partir du groupe de travail. Sur les relations santé-environnement, je vais passer rapidement, mais vous avez les grands enjeux qui se posent, et j'arriverai à la position du CCNE, qui est, et ça va vous interpeller, regardez ce point 3, on souhaite aller assez loin, et on souhaite que finalement, au niveau des grandes entreprises, ça va dans le cadre de la loi qui est en train d'être finie de discuter sur les objectifs sociétaux des entreprises. Vous avez un certain nombre de comités d'éthique dans les entreprises. Ces comités d'éthique sont en général des comités plutôt associés au DRH, hein, pour régler les problèmes humains. Et cela dit, la vision sociétale de l'entreprise, son contexte, ses choix qu'elle fait vis-à-vis d'un certain nombre de choix stratégiques ou politiques, ou ces choix qu'elle fait par rapport à l'environnement, sont rarement discutés au sein d'un comité d'éthique ad hoc au sein des entreprises. Et vous avez une nouvelle génération de gens qui ne sont pas les numéros 1, les numéros 2, les numéros 3, mais qui sont les numéros 10 ou les numéros 15, qui sont des cadres, qui sont amenés à grandir, et qui s'interrogent en ce moment sur où va notre entreprise en termes de quelle est sa vision sociétale. Est-ce que soit ils sont totalement convaincus qu'il n'y a que le dividende à la fin qui va compter et que c'est les profits en bourse qui jouent, soit il y a un certain nombre de gens qui s'interrogent aussi sur le pourquoi du comment ils sont dans une grande entreprise. Et donc on souhaiterait, je ne sais pas si on y arrivera, qu'il y ait un espace de discussion et de présentation de l'ensemble de ces points qui puissent être discutés. Alors tout ça vous paraît un peu fumeux, et je peux le comprendre. Sauf que si on rentre dans le détail, si vous regardez ce qui s'est passé, par exemple, avec Volkswagen et le Dieselgate, ou Lafarge avec les usines en Syrie, vous voyez que c'est des sujets qui sont quand même la discussion qui peut être prise au niveau stratégique et qui ne prend pas en compte un certain nombre d'enjeux éthiques, peut amener aussi à des catastrophes industrielles. Donc il y a un moment donné où il faut qu'on pose sur la table et qu'on puisse aller jusque-là. Alors, sur des aspects plus techniques, j'ai encore 5 minutes. Oui. Sur des aspects plus techniques, génomique et cette loi de 2018-2019. Une des grandes discussions qui s'est posée à partir des nouveautés technologiques. La génomique, finalement, et vous le savez mieux que quiconque, c'est une vieille science maintenant. Hein. Sauf que les innovations technologiques font que le coût de cette technique, et en particulier sur le séquençage à haut débit, change la donne. Une fois de plus,
notre vie n'est pas dans nos gènes. Hein. Il faut d'abord démarrer par ça, me semble-t-il. Elle n'est pas uniquement dans nos gènes. Elle est en partie dans nos gènes, elle n'est pas uniquement dans nos gènes. Mais ce message étant donné, il y a néanmoins un certain nombre de questions intéressantes. Parmi les questions intéressantes, c'est finalement l'utilisation des nouveaux outils de génomique et de séquençage ou de certaines régions du génome en population générale ou dans une population, ou en tout cas en préconceptionnelle. Ça commence à se faire dans un certain nombre de pays. En Israël, par exemple, aux États-Unis sur la côte ouest et la côte est, en Angleterre également. Vous pouvez acheter, en effet, sur Internet et vous faire un séquençage, soit avec une visée d'hérédité, soit avec une visée de profil de sensibilité par rapport à la survenue de tel ou tel type de maladie. C'est strictement interdit par la loi. La loi est incapable d'interdire. Et il y a de la publicité sur BFM Télé le soir à 22h pour ce genre de boîte. Et le CSA ne fait rien. Donc on est typiquement dans le modèle français, qui adore la loi, c'est des lois d'interdiction, il est incapable de faire interdire. Et la technologie est là. Alors, en effet, nous avons pris une position qui est discutée, hein, je le sais, parce qu'elle pose une série de questions derrière, et bien de commencer à ouvrir, et d'ouvrir les yeux un peu sur ces nouvelles technologies, et de commencer à ouvrir pour remettre ça dans un contexte, je dirais, plus médicalisé, que se faire une séquence génomique, après une discussion avec un spécialiste, pas forcément médecin, de génétique, plus de la moitié des gens va dire, mais non, surtout, je ne vais pas faire ça. Hein. S'il ne passe pas à un moment donné par un temps de consultation, bah personne, il n'y aura pas de frein. C'est-à-dire que le frein sera uniquement financier dans un premier temps, mais pas pour très longtemps, puisqu'on va avoir ce type de test pour 150, 200 euros ou dollars à très brève échéance. Donc l'idée, notre idée, entre gars, est d'essayer de remédicaliser, et si on remédicalise, évidemment, de ne plus tout à fait interdire, comme la loi l'interdit, donc d'ouvrir, finalement, vers ces diagnostics préconceptionnels. Population générale, c'est plus complexe, et on peut le voir. Derrière ça, il y a finalement toute l'organisation aussi du conseil en génétique et de qui peut conseiller. Et puis, il y a une série de propositions également sur le diagnostic prénatal et l'utilisation de ces nouveaux tests génétiques sur le diagnostic pré- et postnatal. Donc, c'est un enjeu important. Je ne sais pas si on sera suivi. La communauté des généticiens est globalement plutôt en faveur de ça, tout en ayant peur. Une des critiques qui est faite à ça, mais avec ça, vous conduisez à une certaine forme d'eugénisme. Alors c'est un grand mot pour distinguons bien ce qu'est un eugénisme d'État et que tout le monde a en tête, et c'est là-dessus que sont construites les lois de bioéthique. Après, avec un eugénisme, entre guillemets, qui serait opérationnel, en éliminant, entre guillemets, la possibilité, ou en faisant choisir au couple la possibilité, sur un certain nombre de maladies graves, eh bien de prendre leurs décisions en connaissance de cause. Bon, l'avis 129 du CCNE, vous le sentez, souhaite aller vers une loi qui soit plus non tout à fait une loi que d'interdit, comme sont ces lois de bioéthique en France, on interdit et on est incapable de faire interdire, mais plutôt une loi d'ouverture, médicalement accompagnée, et une loi de confiance par rapport aux individus. Et c'est ce que souhaite d'ailleurs le comité citoyen. Alors c'est la même chose sur les neurosciences. On est un plafond de verre sur les neurosciences. C'est-à-dire c'est une science qui a considérablement évolué, mais on n'est pas non plus totalement, là en 2018, avec un certain nombre de conséquences. Mais ça va le faire dès que les neurosciences vont se rapprocher à la fois du big data, de la génomique, et que tout ça va prendre de son essor. Néanmoins, il y a un certain nombre, en particulier les IRM fonctionnels, sur lesquels on a pris des positions très claires, et également sur les techniques de neuroamélioration, qui, je vous le rappelle, sont utilisées, ces techniques de neuroamélioration, à partir de logiciels, etc., de construction et de stimulation, sont utilisées, par exemple, à visée médicale sur les malades d'Alzheimer, mais sont utilisées aussi aux États-Unis par des familles
qui souhaitent, par exemple, augmenter le quotient intellectuel de leur enfant pour mieux réussir en classe. Et ça pose une vraie question de savoir qu'est-ce qu'on fait, hein, est-ce qu'on laisse, est-ce qu'on laisse pas ce type d'opération. Dernier point sur ces aspects-là, avant qu'on tire quelques leçons, la recherche sur l'embryon. Alors la recherche sur l'embryon, c'est un sujet difficile, hein, dès qu'on touche à l'embryon, ça pose la question de « et qu'est-ce que c'est que l'embryon ? Est-ce que c'est déjà un être humain ou est-ce qu'au contraire, comme l'a défini le CCNE, à partir du moment où il n'y a pas de projet parental, est-ce qu'on n'est pas dans l'être humain ?» Il y a une grande confusion dans la loi actuelle entre la recherche sur l'embryon et la recherche sur les cellules souches embryonnaires. Les cellules souches embryonnaires sont issues d'un embryon, mais ensuite ça devient des lignées qui se baladent dans les laboratoires du monde entier, c'est comme des lignées EBV finalement, et on oublie très vite qu'elles sont issues de l'embryon. Et puis ensuite on va les faire différencier, elles ont cette grande plasticité que vous connaissez, et on va les faire différencier en leur donnant un signal, transforme-toi en cellules myocardiques, en cellules du cartilage ou en cellules neuronales, avec des avancées qui sont plus ou moins grandes selon les sujets, mais où on sent bien que on est là avec les cellules souches, avec une vision de révolution possible médicale qui est très importante. Et les essais, d'ailleurs, démarrent également sur l'utilisation de cellules souches ayant évolué vers des cellules rétiniennes, par exemple. Bon, les IPS, où on a cru que cellules souches adultes, où on a cru qu'elles avaient les mêmes propriétés que les cellules souches embryonnaires, n'ont pas tout à fait les mêmes propriétés. Donc, elles ont beaucoup de qualités, mais elles n'ont pas tout à fait les mêmes propriétés. Et la plasticité, probablement, n'est pas la même. Tout ceci est très différent de la recherche sur l'embryon. L'embryon, c'est est-ce qu'il faut, pourquoi faire de la recherche sur l'embryon ? On quitte le domaine des cellules souches. Tout ça alors que c'est allègrement mélangé dans la loi, ce qui fait que les 15 équipes françaises qui travaillent sur le sujet sont bloquées par une grande association qui a les outils juridiques dans la loi actuelle pour empêcher toute une recherche sur cellules souches et sur l'embryon. Est-ce que c'est raisonnable ? Donc séparons, clarifions pour le grand public, clarifions pour les médecins ce qui est la cellule souche embryonnaire et la recherche sur l'embryon. Sur l'embryon lui-même, il est intéressant de constater que la fécondation in vitro, qui est considéré comme un très grand succès médical, a un taux de réussite, y compris dans les meilleures grandes équipes françaises ou étrangères, de l'ordre de 50%. Est-ce qu'on aurait mis en place un vaccin ou un médicament qui aurait un taux de succès de 50%? Donc, parce qu'il y a une série de questions qui se posent autour de l'environnement, du fait que les premiers jours de vie de l'ovocyte, on ne connaît pas ses mécanismes de régulation, on ne connaît rien sur l'orchestration de la mise en place des gènes dans les tout premiers jours de l'embryon. Donc il y a une série de questions intéressantes d'ordre scientifique. Et donc le CCNE a pris une prise de position en sachant qu'il y a des dizaines de milliers d'embryons qui sont dans des congélateurs, qui étaient des embryons surnuméraires, qui n'ont pas été faits pour la recherche, mais qui n'ont plus aucun objectif d'être réinjectés, et donc qui n'ont aucun projet parental. Et donc nous ouvrons la voie, y compris avec des recherches pouvant modifier le génome sur ces embryons surnuméraires, à la stricte condition qu'ils ne soient pas réimplantés, bien sûr. Hein, c'était question de recherche et uniquement de recherche. Et par contre, on reste très ferme sur l'avis de ne pas créer d'embryons de recherche de novo, c'est-à-dire qui seraient construits uniquement à visée de recherche et pas comme les embryons surnuméraires qui, une fois de plus, sont surnuméraires. Donc voilà des sujets, vous voyez, difficiles, hein, sur lesquels on a pris une série de positions qui, j'espère, seront retenues dans la loi. Alors, sur les événements à tirer, je termine là-dessus, c'est un peu tôt encore, parce qu'en fait, tout ça pourquoi ? Et est-ce que cette démarche des États généraux de réflexion, de mettre tout l'ensemble des groupes scientifiques en réflexion depuis maintenant presque un an, ça va déboucher sur quelle loi? Qu'est-ce qu'il y aura dans la loi? Qu'est-ce qui restera après l'essorage qui va avoir lieu en Chambre des députés et au Sénat? Donc on pourra vraiment tirer les leçons quand on aura le résultat final. Enfin, on peut tirer déjà quelques leçons. Le premier, c'est que de la part du grand public,
il y a un appétit, hein, c'est clair, et on souhaite d'ailleurs poursuivre la formation et des états généraux plus en continu et pas seulement one-shot, juste avant 6 mois avant la loi de bioéthique, mais c'est inscrire dans la durée pour les 4 ans qui viennent, là, avant la prochaine loi. Il y a un vrai désir d'information sur ces sujets complexes. Le deuxième, qui est sorti, qui n'était pas dans les thèmes qu'avait mis le CCNE, c'est la place de l'humain, la place de l'homme dans la révolution et dans le nouveau système de santé et dans la médecine du futur. Il y a une médecine du futur, et vous êtes l'exemple, avec le Génopôle, avec vos discussions, de cette médecine du futur. Si j'ai un message à vous passer, interrogez-vous aussi comment cette médecine du futur doit-elle être accompagnée à tout moment par une place qui doit s'inscrire pour le patient du futur. Qu'est-ce que va vouloir dire un consentement, une fois de plus? Qu'est-ce que va vouloir dire la gouvernance, la place des patients dans les grands systèmes de santé, la place des patients dans les grands systèmes de recherche? Eh bien, en tout cas, ça sort très clairement de la consultation citoyenne. Ce qui sort également et qui m'a plus troublé, mais c'est la réalité, c'est un début de défiance vis-à-vis des scientifiques et des médecins, se disant, mais où est-ce que vous voulez nous amener? Quels sont vos liens d'intérêt? Vous savez que c'est quelque chose qui existe de façon profonde dans le milieu anglo-saxon, qu'on avait très peu vu en France, sur lequel il y a un climat de confiance qui existe fondamentalement là-dessus, mais qui commence malheureusement à arriver. Donc faisons tout pour que ça n'arrive pas trop. C'est donc, finalement, c'est bien cette place de l'humain au cœur du système de santé, et puis cet aspect aussi très, très particulier d'un certain nombre de grands principes éthiques qui sont réapparus lors de cette consultation citoyenne que vous avez vue, que j'avais cité au début de mon exposé, et qu'on retrouve, et qui sont très liés à notre modèle du système de santé en France. Il faut bien notre système de recherche, hein, qui conduit évidemment à avoir ce type de position. On aurait exactement le même type de questions, et ils l'ont fait sur le comité d'éthique, sur des comités d'éthique américains, où le modèle d'organisation est différent. Mais on aurait beaucoup plus quelque chose qui irait vers l'individu et vers l'autonomie. Car finalement, c'est la très grande discussion de cette loi. Et je terminerai là-dessus. C'est cet équilibre difficile entre ce désir individuel de chacun d'entre nous d'aller vers et de bénéficier d'un certain nombre de technologies et de pouvoir y accéder et d'avoir cette vision relativement égoïste finalement, mais humaine. Et puis de l'autre côté, d'avoir une vision beaucoup plus constructive, qui est une vision beaucoup plus collective, qui n'est pas l'addition de telle opinion par rapport à telle autre, mais qui est de la construction ensemble pour un projet commun. Et si on s'interroge finalement sur nos vies, sur chacun d'entre nous, on est tous passés à des moments de notre vie par des visions très individuelles et très égoïstes, et puis à d'autres moments, on a eu envie de construire ensemble. Et c'est ça finalement la vision du CCNE. Mettons plus d'autonomie, faisons confiance à l'individu et essayons d'aboutir à une loi de confiance. Je vous remercie. Merci beaucoup Jean-François Delfraissy. Avez-vous des questions sur cette grande loi de bioéthique et tous les aspects qui ont pu être vus, et notamment peut-être autour des biotechnologies ou des questions plus sensibles? On a évoqué notamment les cellules souches. Oui, on vous passe un micro. Merci pour cet exposé très large et très détaillé. Il n'y a pas longtemps, il y a eu une très grande polémique sur la collecte du séquençage humain par une très très grande société et sur la possibilité de revendre les données à des laboratoires de recherche ou à des big pharma, sachant que les personnes concernées ont fait don de leur salive ou autre chose. Est-ce que au sein de la France, au sein de l'Europe, vous avez évoqué ce sujet-là? A-t-on le droit de revendre des données qui ont été données via du matériel biologique qui à la base est gratuit? Après, moi en tant que chercheur, on peut penser aussi qu'il y a eu un coût derrière sur ce séquençage. Quelle est la limite pour que ça ne devienne pas réellement du commerce et du profit? Merci. Alors, vous posez une question que je n'ai pas évoquée du tout, mais qui est derrière finalement aussi cette loi de bioéthique. C'est l'aspect business et santé.
Moi, j'ai l'âge, je suis assez tranquille pour en parler, parce que j'ai vécu plusieurs révolutions thérapeutiques dans le domaine de la médecine. J'ai vu évoluer quand même la relation avec le milieu industriel. On est passé, en particulier sur des sujets extrêmement difficiles où on ne savait rien, l'histoire du sida, de l'hépatite C par exemple, à des compagnies qui avaient un objectif finalement de sortir un nouveau médicament et d'une progression des connaissances, à maintenant très clairement des décideurs qui ne sont plus des décideurs du domaine médical, mais qui sont des décideurs du domaine financier. C'est vrai pour le médicament, et ça pose d'ailleurs aussi la question des enjeux et des coûts de ce qui est annoncé avec un certain nombre de molécules, en particulier les immune checkpoint blockers dans le cancer, qui fait le prix. Au nom de quoi est ce prix? Dans les stratégies de thérapie génique, également les prix annoncés, au nom de quoi? Est-ce qu'on ne touche pas là à quelque chose qui est proche un peu du bien public, hein, et qui fait le prix? Et est-ce que nos gouvernements sont véritablement bien armés pour répondre à une puissance économique de ce type? C'est une vraie grande question. On va la mettre à un moment donné dans le sujet, on ne l'a pas mis dans la loi de bioéthique, mais derrière ça, il y a votre question, parce que finalement, celui qui possède l'information, évidemment, peut être à certains degrés maître du monde. Et ils le sont déjà. Enfin bon, les gens dans la salle doivent se dire, mais il est gentil, mais enfin, quand il y a des géants comme les GAFA, comment on se situe? Est-ce que l'opinion d'un malheureux comité national d'éthique français, voire même si on arrive à avoir un certain nombre de décisions européennes, sont-elles capables de bloquer les choses? La réponse est non. Sauf que, on peut s'interroger sur ce qu'est la notion du consentement et ce qu'est la notion de la signature. S'ils l'ont fait, c'est que probablement ils avaient eu une signature à un temps donné pour pouvoir le faire. C'est par exemple sur la banque de données des Mormons, c'est très clair que les gens signent un papier comme quoi ils acceptent, etc. Ensuite, il y a une utilisation. Et sur d'autres sujets, la France n'est pas si mal placée que ça, à condition qu'elle se donne les moyens de réagir. Et en particulier sur les big data, et probablement aussi sur la génomique, on a, vous le savez, quand on trouve un certain nombre de résultats, il faut le confirmer sur une base différente. Et les États-Unis n'ont pas 40 interlocuteurs, ils ont en face d'eux des bases de données en Europe de très grande qualité, au Danemark, en Norvège, mais qui sont de petite taille. Et la banque de données française, finalement, avec la Caisse d'assurance nationale maladie, est une banque de données extraordinaire, totalement sous-employée jusqu'à maintenant, mais les choses sont en train de s'ouvrir. Et à partir du moment où il y a une certaine forme de corrélation avec un certain nombre d'autres données, en particulier des données génomiques, on a encore, je dirais, on peut faire partie du tour de table pour la discussion. Mais de toute façon, s'il y a une place à trouver, ça ne sera pas une place uniquement de la France, même si elle peut porter ce message, et on va essayer de le faire porter dans le cadre de la présidence française de l'Europe, mais ça sera évidemment une vision européenne partagée sur ce sujet. Et on arrivera probablement plus à avoir une vision européenne sur ce sujet que sur des sujets sociétaux comme l'ANP ou la GPA. Merci. D'autres questions? Oui. Alors, est-ce qu'on peut avoir un micro? Oui, j'en ai une. Alors. Pardon. D'abord, j'ai trouvé votre exposé extrêmement rafraîchissant. On appelle ça en anglais insightful. Vous avez fait le rapprochement entre santé et environnement quelque part dans votre exposé. On assiste dernièrement, enfin maintenant depuis plusieurs années, à la montée de ce qu'on appelle le social impact. Et le social impact au milieu d'entreprise ou le milieu industriel, lorsqu'on parle de RSE ou des IRS, sont surtout concernés par des thématiques financières. Or, ce qui est rafraîchissant aujourd'hui, c'est qu'on peut parler aujourd'hui de social impact ou societal impact avec justement l'aspect santé et environnement. Ce qui est, d'après moi, moins le sujet, en tout cas en Europe. Mais venant par exemple des États-Unis, où on voit justement des cadres qui ont réussi dans le domaine du tech, qui s'impliquent aujourd'hui dans ce qu'on appelle for purpose
ou bien social impact causes, c'est des choses qui sont aujourd'hui reliées beaucoup plus à l'aspect, je dirais, fonctionnement opérationnel, beaucoup plus que fonctionnement sociétaux et santé et environnement. Comment est-ce que vous pensez que ces deux mondes vont se rejoindre pour faire justement un nouveau paradigme collectif? Écoutez, je n'ai pas la réponse, mais je suis ravi de votre commentaire. Je vais vous embaucher. Non, je pense qu'il y a une opportunité, comme je l'ai indiqué, c'est ce qu'on a souhaité en mettant ça sur la table, hein, finalement, en n'étant pas trop d'illusions, mais je pense qu'il y a parce qu'il y a un phénomène générationnel, vous l'avez très bien rappelé, qui est en train de se jouer là-dessus, et qu'à partir de là, il y a d'abord une première étape, rejoindre les problèmes de santé et d'environnement. Une fois de plus, c'est des milieux, c'est des cultures, moi je le vois sur le milieu associatif, par exemple, hein, qui est les ONG impliquées, très, très impliquées dans le milieu environnemental. Bon. Elles ne se connaissent absolument pas avec le milieu des ONG santé. Il y a des murs entiers, même chose pour les scientifiques, qui sont d'horizons différents, de cultures différentes. Donc il y a des rapprochements à faire. Je ne sais pas comment on va le faire, mais il y a quelque chose à construire. Et on a besoin de bonne volonté là-dessus. Puis ça ne sera pas seulement à nous de le porter, on est là, nous, comme lanceurs d'idées un peu. Puis après, il faut que le relais soit pris. Et puis sur le deuxième aspect, c'est une vraie question. C'est une vraie question où on veut aller. Hein, où on veut aller. Et ce qui paraissait aberrant comme positionnement de dire il faut qu'il y ait une réflexion éthique, entre guillemets, on peut l'appeler autrement si le mot interpelle dans les grandes sociétés. Enfin, il faut aussi appeler un chat à un moment donné. Peut se mettre en place et peut contribuer à une réflexion en interne sur quels sont les choix stratégiques. Moi, je pense qu'il y a une place pour ça. Il y a une place parce que ça sera porté par les humains. Merci beaucoup. Une dernière question, puisque le timing est atteint. Maintenant, on doit passer à la suite, mais on peut quand même, vu le nombre de questions, se faire une dernière question avec plaisir. Oui. Oui, donc bonjour monsieur, merci pour ce magnifique exposé. Donc je vais aborder un sujet peut-être un petit peu plus tendu, et je tiens à préciser que je ne veux froisser personne, mais c'est au sujet de la religion. J'ai vu que dans la composition donc, de ce comité sont inclus des personnes qui sont représentantes des grands cultes pratiqués en France, donc je suppose le culte musulman, le culte juif, chrétien, etc. Or la France est un pays laïque, comme vous le savez, et je me demande donc si ces personnes sont nominées au comité d'éthique en tant comme d'église ou parce qu'ils ont une place importante dans la société. Et deuxième question, comment se passe la discussion entre des personnes d'église et des scientifiques? Non, c'est une très bonne question. Elle est d'actualité, disons-le. Hein. Alors, il y a toujours eu au CCNE, dans la composition même du CCNE, il y a toujours eu les représentants des grands courants de pensée. De la même façon qu'il y a les représentants d'un certain nombre d'institutions scientifiques, etc. Quand je dis quand le CCNE est indépendant, une structure autonome, voilà, moi j'ai été nommé par le président de la République, donc mon indépendance s'arrête à ma nomination. Mais enfin, bon, ceux qui me connaissent savent qu'après avoir été nommé, je suis capable d'être totalement indépendant. Mais c'est vrai pour la majorité des membres du CCNE. Alors, pendant très longtemps, pour répondre à votre question, les représentants des grands courants de pensée étaient des religieux. Et François Hollande, il y a 4 ans, à l'occasion du renouvellement d'un certain nombre de religieux, a décidé de ne plus nommer des religieux, mais de nommer des représentants des grands courants de pensée. Alors, par exemple, un exemple, le représentant des catholiques, actuellement au CCNE, est Dominique Quignot, qui est l'ancienne rédactrice en chef de La Croix. Le représentant de la communauté juive est un chercheur en neurosciences, juif lui-même. Lionel Nakache. Lionel Nakache. Le représentant des protestants, qui a changé là récemment, est une jeune philosophe protestante, pasteur, mais non pratiquante, c'est assez intéressant d'ailleurs, protestante,
Marion Muller-Kellar. Alors, et voilà. Et donc, on arrive au CCNE, on arrive avec sa propre culture, sa propre conviction. J'en ai, je ne vous l'ai dit pas, mais j'en ai. Et ensuite, c'est ce que j'évoquais dans la construction d'un phénomène de groupe, et comment une série d'intellectuels peuvent arriver à construire quelque chose de commun, tout en conservant d'où ils viennent, de leur formation, leur culture, leur background scientifique et leur passé, leur prise de position religieuse à titre personnel. Mais je n'ai jamais entendu sur 18 mois, et on a eu, Dieu sait, des moments complexes, hein, je vous promets, pour sortir la vis 129, avec une majorité, la majorité des membres du CCNE, vous imaginez que ce n'était pas si simple, en très peu de temps, en 4 mois, enfin bon. Eh bien, je n'ai jamais entendu dire, l'un des représentants des grands courants de pensée, je prends la parole au nom des catholiques ou au nom des juifs ou au nom des protestants. J'ai jamais entendu dire ça au niveau du CCNE. Donc voilà, c'est un modèle un peu particulier, ce qui n'empêche pas, par contre, et c'est peut-être ça qu'il y avait derrière votre question, la prise de position d'un certain nombre de grands courants religieux, et en particulier, disons-le, en ce moment de la haute hiérarchie catholique, sur un certain nombre de sujets, mais c'est extra-CCNE, et c'est la haute hiérarchie catholique, ça ne veut pas dire que ce sont les catholiques en général. Merci beaucoup Jean-François Delfraissy pour cette présentation et ces questions.